Bonsoir à tous. Voilà, alors je vous l'avais annoncé sur Facebook. Bon, j'essaye de mettre en place ces petites vidéos pour ce confinement dont la durée reste à déterminer, même si chacun d'entre nous se doute bien que nous allons rester un bon moment à la maison. Euh, alors, cette première chronique économique partant de confinement, eh bien, va porter sur les réponses que les États pourraient apporter à cette crise qui est à la fois sanitaire, financière et économique. Les effets de la crise se font déjà sentir et vont aller évidemment croissant. Des économistes, que ce soit du côté de l'Union européenne, et quand on observe la contraction possible qui pourrait affecter les économies européennes, pourrait aller de moins 5 à moins 20%, donc de l'activité. Et puis, de l'autre côté de l'Atlantique, des économistes voient une contraction violente de l'économie américaine qui pourrait être plus rapide que celle de 2008 et encore plus rapide que celle de la Grande Dépression américaine des années 30. Donc se dessine un scénario plutôt préoccupant et nous savons très bien que la crise ne touche pas indistinctement tout le monde. Certaines catégories, certains types d'entreprises, certaines catégories d'individus, évidemment, font, et nous le savons, et l'histoire nous l'a appris, plus les frais d'une contraction de l'activité économique que d'autres. Donc, cette crise est en train de naître dans un contexte que nous connaissons, c'est-à-dire plus de 4 décennies de progression des inégalités aux États-Unis, en Europe, même si effectivement en Europe, la progression, comme nous l'ont dit récemment les travaux de l'équipe Piketty, est la région du monde où les inégalités ont le moins progressé. Donc, et aussi, cette crise prend son essor alors que depuis, comment dire, 1, 2 ans, l'économie mondiale est entrée dans toute une série de turbulences à la fois commerciales, pétrolières, monétaires. Et que la, la précédente, effectivement, crise de 2008 a aussi fait encore ressentir ses effets en termes, par exemple, de chômage ou quant aux banques qui n'ont pas fini, certaines d'entre elles, d'apurer des bilans remplis de créances douteuses. Donc elle arrive dans un ciel qui commençait déjà à s'assombrir. Donc dans ce paysage plutôt préoccupant, et sachant malheureusement, sans vouloir être oiseau de malheur, que le pire se prépare, que peut faire la politique économique? Qu'est-ce qu'une politique économique? Alors, sans rentrer, si vous voulez, dans des détails trop longs et trop techniques, une politique économique, in fine, c'est-à-dire en fin de compte, doit être une garantie d'activité. C'est une garantie d'activité car l'État est en charge de deux biens publics qui fait aussi sa spécificité, c'est-à-dire garantir la croissance et le plein emploi. Et on peut même aller plus loin en disant, et on va le voir dans cette petite chronique, qu'une politique économique, c'est un système d'équité. Parce que lorsque, par exemple, on va demander à certaines catégories de payer plus d'impôts, c'est parce qu'on pense qu'il est plus juste que certaines catégories, pour des raisons X ou Y, fassent plus d'efforts que d'autres. Donc, ou au contraire, lorsqu'on réduit l'impôt de certains, estimant qu'ils vont permettre de dynamiser l'investissement ou la production, eh bien, on modifie un système d'équité puisqu'on allège, on va dire, la contribution de certains à l'effort national et forcément, il va falloir faire des compensations sur d'autres. Donc on voit bien qu'une politique économique, c'est quelque chose de, pas simplement un jeu technique d'instruments et d'objectifs, c'est quelque chose de plus profond qui touche à des questions comme la justice sociale et à des questions comme effectivement cette garantie d'activité.
Donc, face à cette situation, donc, qu'est-ce que peut la politique économique et quels sont les outils pour qu'il y parvienne? J'aurais pu intituler cette chronique d'un, si vous voulez, d'un titre aujourd'hui maintenant qui est passé un peu dans, on va dire, le panier commun, Wall Street contre Main Street, c'est-à-dire dans ce système d'équité, qui va bénéficier peut-être plus d'une aide? Est-ce que c'est Wall Street, c'est-à-dire pas simplement la bourse, on va dire le monde des entreprises, et particulièrement des banques ou des marchés financiers, ou effectivement les mesures de politique économique qui vont se mettre en place vont aussi s'orienter pour soutenir le consommateur, la petite entreprise. Et c'est pour cela que les mesures de politique économique ne sont pas neutres. Bon. Observons rapidement deux cas, qui est le cas américain, le cas européen. Donc, pour faire de la politique économique, sans entrer dans tous les détails, on va s'intéresser à la politique monétaire et la politique budgétaire. Et les économistes parlent d'un policy mix, c'est-à-dire comment combiner au mieux la politique budgétaire, c'est-à-dire effectivement les impôts, les taxes qui en sont les instruments, la fiscalité, avec la politique monétaire et comment articuler au mieux pour pouvoir agir sur l'activité, c'est-à-dire réduire soit les effets de la crise, soit de stimuler l'activité. Quel est le paysage que l'on voit du côté américain? Quel est le paysage que l'on voit du côté européen? Le paysage que l'on voit du côté américain, c'est effectivement un État qui est un État fédéral ou qui dispose de sa propre monnaie, qui ne la partage pas avec d'autres, qui est aussi en même temps un peu encore la monnaie du monde, qui est le dollar, même plus qu'un peu d'ailleurs. Et en fait, le budget au niveau fédéral ressort effectivement de l'État fédéral américain, et la monnaie, même si la Fédérale Réserve est indépendante, elle agit de concert avec les pouvoirs publics américains. Les minutes de ces débats sont connues, sont transparents, et on l'a vu lors de la crise de 2008, comment le Congrès n'avait pas hésité à convoquer M. Greenspan pour avoir des explications sur la gestion des affaires monétaires. Et même si entre effectivement la Fed et M. Trump, les tensions étaient nombreuses, on peut dire que nous sommes dans une situation où il y a une certaine coopération qui peut être plus ou moins de qualité. Que voyons-nous de ce côté du fait qu'effectivement, on ne le dit pas assez, car nous sommes légitimement préoccupés par ce qui se passe chez nous, que le prochain épicentre de la crise, à la fois aussi infectieuse et en même temps économique, ça va être les États-Unis, sachant que la Californie, l'État de New York, Washington sont au premier chef, c'est-à-dire ces centres économiques dans le cœur de la tourmente. Et que propose les pouvoirs publics américains? C'est d'injecter par un budget qui va être massif, 2000 milliards de dollars, pour apporter effectivement un soutien à l'activité économique. Et de l'autre côté, la Fed qui, elle aussi, a décidé d'engager des mesures encore plus importantes, puisque désormais, elle va accorder une sorte de crédit illimité, qu'elle va assumer toutes les dettes, elle est prête à les assumer, celles des banques, de ce qu'on appelle les banques de l'ombre, que ce soit effectivement des investisseurs, les dettes issues des crédits automobiles, des dettes étudiantes, des prêts de manière générale, et elle est prête à jouer le rôle de ce qu'on appelle une bad bank, c'est-à-dire une banque qui est prête à récupérer toutes les créances les plus douteuses. Alors, on pourrait, par rapport à la question posée Main Street, Wall Street, se réjouir et se dire, eh bien voilà, les États-Unis ont bien compris, même M. Trump veut envoyer un chèque aux Américains, peut-être de 1000 ou 2000 dollars, et se dire, ben voilà, bonne nouvelle, enfin Main Street est prise en compte plus que Wall Street, puisqu'on va prendre enfin à la charge de la Banque centrale des dettes étudiantes, des dettes automobiles et autres. Le problème, c'est qu'il ne faut pas se réjouir trop vite, c'est que
Euh, en fait, c'est pas que ces mesures s'adressent directement aux consommateurs. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'alléger les consommateurs ou les petites entreprises de leurs dettes en tant que telles. Il s'agit en fait d'alléger et de prendre en charge, comment dire, les institutions bancaires et financières qui ont accordé ces crédits, c'est-à-dire qui ont accordé des crédits automobiles, des crédits étudiants, des crédits à la consommation. Donc en fait, on voit bien que cette mesure américaine, aussi spectaculaire, Jack Rasmus disait qu'on avait franchi le dernier Rubicon possible sur cette affaire, eh ben, s'adresse avant tout à ceux qui ont émis ces crédits et pas directement le citoyen. Donc, en fait, en gros, le citoyen, il est toujours pris dans, comment dire, ses problèmes de dette, son insolvabilité, et les pouvoirs publics, donc la banque, ne vient pas pleinement à son secours, mais vient au secours des institutions financières. Donc, on n'est pas dans ce que certains ont pu appeler un quantitative easing for the people, c'est-à-dire pour les gens. Donc, alors évidemment, les États-Unis, devant la contraction qui se prépare, sont prêts effectivement à supporter des déficits sans précédent et retrouver peut-être des volumes de déficit tels qu'on avait connus au sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire autour de 20% du PIB. Bon. Donc, à savoir, est-ce que ces mesures qui, effectivement, est-ce qu'elles vont être en mesure de pouvoir contenir le choc? C'est à voir. Rien n'est moins certain dans cette histoire, parce que il faut effectivement travailler sur trois fronts, c'est-à-dire la crise financière, la crise sanitaire et la crise économique. Euh, mais vous voyez bien que les États-Unis ne se soucient d'aucun de ces dogmes qui nous ont tant empoisonnés en Europe, c'est-à-dire l'endettement, les déficits et autres. D'autant plus que les États-Unis, aujourd'hui, la croissance tant vantée par M. Trump vivait effectivement sur le rachat massif d'actions que les investisseurs ont fait en bourse, sur toutes sortes de spéculations et particulièrement sur des actifs immobiliers, entre autres choses. Bon. Que voit-on du côté européen? Alors, la conduite de la politique économique en Europe est beaucoup plus compliquée, elle est beaucoup plus heurtée en tant que telle. Euh, C'est-à-dire que en Europe, vous avez une composante, on va dire, fédérale et une composante nationale. Au niveau fédéral, le budget européen, eh bien, il est absolument insignifiant. Il a été pensé pour qu'il ne soit non keynésien, non redistributif. Il doit, par les traités, être toujours en équilibre. Bien. Et c'est pour cela, quand Mme van der Leyen a évoqué une trentaine de milliards pour venir au début de cette crise et réagissant un peu trop tard, c'était racler des fonds de tiroir, de fonds structurels déjà existants, donc il n'y avait pas de ressources nouvelles. Bon. Le budget au niveau des nations, il est, comment dire, contraint, comme chacun le sait, par ce qu'on appelle des politiques de règles qui ont donné naissance à l'euro. Hein. L'euro ne peut jamais se penser sans les règles qui l'accompagnent. Hein. Je crois que beaucoup de gens ont eu du mal à comprendre et pensaient qu'on pouvait se débarrasser des mauvais traités tout en gardant l'euro. Je ne sais pas comment cette combinatoire est possible, mais en tout cas, certains l'ont cru à tort. Donc, des budgets contraints, alors même si les règles, que ce soit du pacte de stabilité et de croissance de 97 ou leurs versions plus modernes qui sont nées à partir de 2012, eh bien, même s'ils ne sont pas respectés, en tout cas, ont induit des politiques économiques qui sont traduites par un tassement de l'investissement public, par une réduction de la dépense publique, et particulièrement dans le domaine de l'État social. Et on voit bien en Italie, en France, la situation de nos urgences, de nos hôpitaux en tant que telle. Et, et d'un point de vue monétaire, eh bien, la monnaie a été rendue fédérale, puisque désormais 19 pays sur les autres pays européens ont une monnaie en commune qui appartient, en commun, pardon, et qui appartient à la gestion de la BCE. Donc on se retrouve, si vous voulez, avec une architecture problématique, et le budget a été longtemps, si vous voulez, le parent pauvre dans cette histoire, parce que dans cet environnement non keynésien, l'usage d'une relance maximum,
eh bien, type keynésienne, expansionniste et autres, est apparu comme quelque chose appartenant au passé. Donc aujourd'hui, face à cette crise, que voyons-nous là-dessus? Au niveau budgétaire, je l'ai dit, au niveau européen, eh bien, il n'y a rien. C'est-à-dire, il ne se passera rien de ce côté-là. Alors, on invoque, comment dire, ce fameux mécanisme européen de stabilité. Certains s'empressent à dire, ben voilà, il y a 700 milliards dedans. Il faut, comment dire, utiliser cette somme, c'est de l'argent frais, c'est disponible, allons-y et tout. Alors, quand même deux remarques là-dessus sur ce fonds, sur ce mécanisme européen de stabilité. Un, il n'y a pas 700 milliards d'argent frais disponibles, ce n'est pas vrai. On a à peu près 40 milliards de disponibles. Après, il y a ce qu'on appelle les fonds appelables, c'est-à-dire qu'il faut appeler des fonds auprès des États. Donc, il n'y a pas 700 milliards de disponibles. D'autre part, recourir à ce mécanisme qui implique en tant que tel un programme de conditionnalité, c'est-à-dire un mémorandum type grec. Alors les Italiens essayent de dire mais si on peut essayer de le mobiliser sans la conditionnalité, là encore des acrobaties dont on n'est pas sûr de l'effet. Donc au niveau européen, ce qu'on a disponible, en tout cas en l'état au jour d'aujourd'hui, c'est pas possible. Au niveau des États, ben, on voit bien que les États essayent d'engager, si on regarde la France, l'Allemagne, la France un plan de 45 milliards, mais là encore on voit bien que sur ces 45 milliards, ben, il n'y a aussi que 2 milliards qui sont accordés à l'assurance maladie, donc ça reste vraiment modeste malgré le grand discours macronien et le mea culpa général sur le fait qu'il a affirmé que tout n'était pas le marché, enfin le marché n'était pas tout, pardon. Ça c'est une chose. L'Allemagne, elle est prête effectivement à intervenir à un niveau beaucoup plus élevé. Alors c'est pas une relance, mais elle est prête, comment dire, à apporter un soutien à ces entreprises d'à peu près plus de 400 milliards. La France et l'Italie essaient également d'apporter un soutien, que ce soit pour la trésorerie des entreprises, entre autres. Le problème, c'est que toutes ces mesures, c'est un peu encore une fois Wall Street contre Main Street, c'est-à-dire que en fait, ce sont des mesures classiques qu'on a déjà vues, et on voit bien aussi que d'un point de vue monétaire, la BCE va intervenir, puisque c'est l'échelon aussi fédéral, en mettant 750 milliards, en intervenant davantage sur le marché obligataire de la dette, et essayant d'agir au mieux pour les entreprises. Mais encore une fois, nous restons dans des mesures qui restent très classiques, alors que de nombreuses voix s'élèvent pour dire qu'il faut aller plus loin que ça. C'est-à-dire, il faut, là encore, faire que la BCE accorde directement aux États les crédits dont elle a besoin sans qu'ils passent par la case marché. En gros, il faudrait faire ce que certains appellent de l'hélicoptère-monnaie, en gros, apporter un soutien direct au pouvoir d'achat des travailleurs pour que la demande ne s'effondre pas, parce que nous sommes dans une situation de choc d'offres et de demande, c'est-à-dire qui affecte à la fois l'offre, c'est-à-dire les coûts de production et la productivité, et la demande, c'est-à-dire entre autres la consommation et l'investissement. Donc, il faudrait, certains économistes parlent même que l'État devienne comment dire, un payeur en dernier ressort, comme la Banque centrale peut l'être, c'est-à-dire pour assurer et garantir le pouvoir d'achat, parce que pendant que la crise sanitaire se déroule, il paraît absolument nécessaire de maintenir le plus possible en état une économie pour qu'elle n'entre pas dans une léthargie fatale. Bon. Donc on voit bien que, pour conclure, qu'aujourd'hui, il y a tout un panel de mesures déjà vues en 2008-2009 qui consistent à essayer de sauver les marchés, les banques et aussi les entreprises, ce qui est tout à fait légitime et normal, mais que dans le fond, il est à craindre que les consommateurs, entre autres, et leur pouvoir d'achat, du fait effectivement de la violente contraction de l'activité, soient en quelque sorte laissés pour compte.
et quand, une nouvelle fois, c'est Wall Street qui l'emporte sur Main Street et que on se retrouve au-delà des grands discours de on va intervenir, le bazooka, la puissance de feu et toutes les images martiales, dans une situation où on va dire les pots cassés de cette terrible crise soient encore payés à peu près par les mêmes. On le voit déjà. Le confinement, on aura l'occasion d'en parler dans une prochaine vidéo. Le confinement, c'est une machine qui illustre de manière tellement violente les inégalités à l'œuvre déjà dans la société. Je veux dire, le confinement et la lutte de classe se retrouvent aussi. Donc il ne faudrait pas que ces mesures aussi spectaculaires dont tout le monde parle eh bien, se traduisent comme on l'a vu dans le cas précédent, c'est-à-dire par le fait que ce n'est pas l'économie réelle, c'est-à-dire la production, la consommation, soit réellement concernée par cette histoire. Donc oui, la politique économique, plus que jamais, c'est une garantie effectivement d'activité et c'est un système d'équité. Et il n'est pas sûr que ces mesures, aussi spectaculaires qu'elles soient, soient efficaces, parce que la crise va, comment dire, gagner en importance au fil des jours et des mois et des semaines. Et rien ne nous dit que, effectivement, le pouvoir d'achat des uns et des autres soit maintenu. Voilà, donc écoutez, je reviendrai dans une prochaine vidéo sur confinement et lutte des classes. Merci.